Cher Maître Jésus, Seigneur de lumière, d'amour et de bonté, nous voulons, Seigneur, remercier l'opportunité d'être réunis pour étudier la doctrine spirite avec votre bénédiction, avec la présence de nos amis et bienfaiteurs spirituels qui arrivent chez nous, qui viennent pour nous envelopper d'amour, de lumière, d'équilibre. Nous voulons, Seigneur, vous remercier de votre bonté, de votre amour. Permettez-nous, Seigneur, de sentir votre amour autour de nous, dans nos cœurs, dans notre vie. Permettez, Seigneur, de bien comprendre tes paroles, ton évangile. Et aidez-nous, Seigneur, à mettre en pratique tout ce que nous apprenons, à mettre en pratique dans notre vie ce que nous apprenons sur notre immortalité, sur les vrais sens de notre vie sur cette planète, sur les objectifs de souffrance, de lutte que nous devons surmonter. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force pour poursuivre notre chemin, mais le chemin qui nous amène à vous, Maître, qui nous amène au royaume de notre Père et Créateur. Nous te demandons, Seigneur, de rester avec nous, que votre amour puisse se faire sentir dans notre cœur, dans notre foyer, et que nous puissions, Seigneur, faire la lumière sur les enseignements de cette rencontre. Restez avec nous, Seigneur Jésus. Restez avec nous, cher bienfaiteur, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. OK, donc je vais partager. Alors, notre thème d'aujourd'hui, les aristocrates de Allan Kardec, un texte d'Allan Kardec qu'on peut trouver dans les œuvres posthumes. César, il avait choisi ce texte, mais il était trop long, donc il a pris quelques extraits du texte original. Donc, allons-y. Définition. Aristocratie vient du grec aristos, les meilleurs, et kratos, puissance. L'aristocratie, dans son acception littérale, signifie donc puissance des meilleurs. On conviendra que l'essence primitif a parfois singulièrement dévié. Mais voyons quelle influence le spiritisme peut exercer sur son application. Pour cela, prenons les choses au point de départ et suivons-le à travers les âges pour en déduire ce qui arrivera plus tard. Dans aucun temps, ni chez aucun peuple, les hommes en société n'ont pu se passer des chefs. On en trouve chez les plus sauvages. Cela tient à ce que, en raison de la diversité des aptitudes et des caractères inhérents à l'espèce humaine, il y a partout des hommes incapables qu'il a fallu diriger, des faibles qu'il a fallu protéger, des passions qu'il a fallu comprimer. De là, le besoin d'une autorité. On sait que dans les sociétés primitives, cette autorité fut déférée aux chefs de famille, aux anciens, aux vieillards, en un mot, aux patriarches. Ce fut la première de toutes les aristocraties.
Super. Donc, il y avait une grosse partie du texte qui était, on avait plusieurs paragraphes et bon, malheureusement, on n'a pas le temps pour toute cette lecture. Donc, j'ai fait un bref résumé pour qu'on puisse partager l'information et la séquence de l'information comme Allan Kardec l'a écrite. Nous avons, comme il y a dit dans les paragraphes précédents, la première autorité, c'est celle des patriarches, donc celle des veillards, des plus sages de la tribu, de la communauté. Et j'ai trouvé je me rappelle du texte en portugais, et en fait, le texte en portugais s'appelait pas les aristocrates, mais les aristocraties. J'ai trouvé ça une traduction qui donnait un sens plus clair. Et la aristocratie, c'est dans les textes en portugais, en français, on dit la puissance les gouvernements, la puissance des meilleurs, mais en portugais, on disait les gouvernements des meilleurs. Donc, je trouve ça aussi qui répond plus, d'une manière plus intéressante. Ça me paraissait logique. Mais cela dit, on a eu au long de l'histoire plusieurs types d'autorités. On n'a jamais pu s'en passer. Et dans toutes les sociétés, il y a eu des gens qui ont pris les gouvernements, qui ont dirigé les autres, qui ont conduit les peuples, comme il y a dit, pour plusieurs raisons. Et à un moment donné, les patriarches, dans les communautés du passé, on a commencé à vivre les menaces des tribus voisines, et des nations voisines. Et à un moment donné, on a eu besoin des chefs militaires, donc des hommes forts, vigoureux, physiquement capables. Et à ce moment-là, ça commence les gouvernements, hein, la présence des chefs militaires. Bon, chaque étape, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tout ça aujourd'hui, hein. Allan Kardec a fait une séquence, mais aujourd'hui, on a des communautés qui sont les patriarches, qui sont les chefs. On a des communautés qui sont des gouvernements conduits par des militaires. Mais on a une séquence quand même qui est logique, qui est très claire. Et les chefs militaires, une fois qu'ils ont pris les pouvoirs, ils passaient les pouvoirs à ses enfants. Donc, c'est là que ça commence, la aristocratie de la naissance. Et une fois qu'on est au pouvoir, on prend les pouvoirs, on va les passer à nos enfants. Des fois, les enfants n'avaient pas les moyens n'étaient pas à l'auteur, n'étaient pas des grands chefs militaires, mais ils engageaient des gens, ils payaient des gens et ils restaient au pouvoir. Donc, l'aristocratie de la naissance commence là. Cela va devenir plus tard l'aristocratie de la noblesse. On va créer des titres, tout ce qu'on connaît là dans la noblesse ancienne. Et à un moment donné, cela va commencer à être questionné parce que ces gens-là n'étaient pas toujours capables, ils avaient beaucoup de privilèges. Allan Kardec va décrire tous les processus, je l'ai fait là, un très bref résumé. Et à un moment donné, ça commence, les questionnements, les gens commencent à questionner si, simplement parce que je suis né dans une famille riche et qui a de pouvoir, si cela me donne automatiquement ces droits. C'est là qu'il va commencer tous les mouvements socialistes, communistes, etc. Bon, ça va venir plus tard, évidemment. Mais ça commence un questionnement sur ça. Avant les socialismes, le communisme, on verra que ça va doucement commencer à apparaître ce qu'on va appeler la bourgeoisie. Hein, le féodalisme commence à disparaître, donc les droits des noblesses commencent aussi à être questionnés. Et c'est l'aristocratie de l'argent qui va apparaître, donc la bourgeoisie, comme on voit dans les livres d'histoire. Et cela devient vraiment, disons, plus démocratique, parce que tu peux bien avoir un titre de comte
des barons, mais si tu n'avais pas l'argent pour faire l'exercice de ces pouvoirs, tu n'avais aucun pouvoir pour de vrai. Et doucement, bon, l'argent, il devient la puissance. Ceux qui ont de l'argent vont mener la société, vont conduire les affaires publiques. Mais on commence à remarquer qu'il y avait des gens qui avaient la capacité de faire de l'argent, gagner de l'argent, mais ces enfants n'avaient pas toujours cette capacité. Ils avaient la capacité de les dépenser aisément, mais pas nécessairement de les maintenir et de les accroître. Et c'est là que ça commence. On commence à se rendre compte que, bon, les gens qui étaient plus intelligents étaient capables de mener l'argent, d'innovation. Et c'est là que commence ce qu'Allan Kardec appelle l'aristocratie de l'intelligence. Et ça va être très intéressant parce que cette aristocratie, on peut venir de n'importe où, une personne peut venir d'une classe très pauvre, mais c'est là l'intelligence pour s'imposer. Et c'est ça qu'on voit hein, depuis quelques décennies sur la planète. Sauf que je fais là, avant de passer à la prochaine lecture, il faut se rappeler qu'on a plusieurs de ces choses qui continuent encore. Et des fois, la aristocratie de l'intelligence est au service des idéaux qui sont encore liés à des choses du passé. Mettons, aujourd'hui, il y a tout un mouvement, on va parler de ça plus tard, qui veut l'égalité de tous devant la loi, devant la vie, et on voit l'intelligence utilisée pour amener à ces genres de sociétés. Est-ce que cela est légitime? Est-ce que cela va fonctionner? Donc, tout ça, on pourrait en discuter, mais le but, c'est qu'Allan Kardec va nous montrer dans la séquence où est-ce qu'on s'en va. Donc, on invite Christina pour qu'elle puisse faire la lecture de la prochaine diapo. Donc, l'aristocratie de l'intelligence sera la dernière. Est-ce que Christina nous écoute? Oui, mais en fait, elle ne nous entend pas. Elle Elle a mis un entend pas. message. Elle a mis un message, elle nous entend. Ah, je n'ai pas ouvert les messages. Attends. Bonjour, je suis là, les amis, je n'arrive pas à vous entendre. Ah, OK. OK. C'est pas grave. Donc, est-ce que Fadimé pourrait lire, s'il te plaît? Je lis pas aussi bien que Christina. Alors, celle de l'intelligence sera-t-elle la dernière? Non, l'intelligence n'est pas toujours un gage de moralité. Et l'homme le plus intelligent peut faire un très mauvais emploi de ses facultés. L'union de ces deux facultés, intelligence et moralité, est donc nécessaire pour créer une prépondérance légitime et à laquelle la masse se soumettra aveuglément parce qu'elle lui inspirera toute confiance pour ses lumières et par sa justice. Ce sera la dernière aristocratie, celle qui sera la conséquence, ou plutôt le signal de l'avènement du règne du bien sur la terre. Elle arrivera tout naturellement par la force des choses. Lorsque les hommes de cette catégorie seront assez nombreux pour former une majorité imposante, c'est à eux que la masse confiera ses intérêts. Aujourd'hui, l'intelligence domine. Elle est souveraine, personne ne saurait le contester. Et cela est si vrai que vous voyez l'homme du peuple arriver aux premiers emplois. Cette aristocratie n'est-elle pas plus juste, plus logique, plus rationnelle que celle de la forme brutale, de la naissance ou de l'argent? Pourquoi donc serait-il impossible d'y joindre la moralité? Parce que, disent des pessimistes, le mal domine sur la terre. Merci, Fadimé. Adriana? Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Comment arriver à la nouvelle aristocratie? Assurément, un tel état de choses ne peut être l'œuvre d'un jour.
mais s'il est une cause qui doit en hâter l'avènement, c'est sans aucun doute l'espiritisme. Agent par excellence de la solidarité humaine, montrant les épreuves de la vie actuelle comme la conséquence logique et rationnelle des actes accomplis dans les existences antérieures, faisant de chaque homme l'artisan volontaire de son propre bonheur, de sa vulgarisation universelle, résultera nécessairement une élévation sensible du niveau moral actuel. Merci, Adriana. Voilà. Oui. Je suis là, les amis. Là, tu peux... OK, merci, Christina. Oui, Vas-y. désolée, j'ai eu un petit problème pour me connecter. J'avais pas de son. J'ai l'image, mais pas le son. Mais maintenant, tout est réglé. J'ai trouvé. C'est bon. Allons-y. Alors, comment arriver à la nouvelle aristocratie? Les principes généraux de notre philosophie sont à peine élaborés et coordonnés, et déjà, ils sont réunis dans une imposante communion de pensée. Des millions d'adhérents disséminés sur toute la Terre, les progrès accomplis sous leur influence, les transformations individuelles et locales qu'ils ont provoquées en moins de 15 ans, nous permettent d'apprécier les immenses modifications fondamentales qu'ils sont appelés à déterminer dans l'avenir. Mais si grâce au développement et à l'acceptation générale des enseignements des esprits, le niveau moral de l'humanité tend constamment à s'élever, on s'abuserait étrangement en supposant que la moralité deviendra prépondérante par rapport à l'intelligence. Le spiritisme, en effet, ne demande pas à être accepté aveuglément. Il fait appel à la discussion et à la lumière. Pour illustrer ce qui vient d'être lu, voici un extrait de l'Évangile selon le spiritisme. Au lieu de la foi aveugle qui annihile la liberté de penser, il dit « Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à tous les âges de l'humanité. À la fois, il faut une base, et cette base, c'est l'intelligence parfaite de ce qu'on doit croire. Pour croire, il ne suffit pas de voir, il faut surtout comprendre. C'est donc à bon droit que nous pouvons considérer le spiritisme comme l'un des plus puissants précurseurs de l'aristocratie de l'avenir, c'est-à-dire de l'aristocratie intellecto-morale. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bon, voilà, nous avons... le texte est beaucoup plus long que ça et beaucoup plus élaboré. Mais nous avons évidemment des limitations des temps et Donc, Allan Kardec, il y a compris, il nous invite à une réflexion. Je trouve dommage qu'il n'ait pas pu avoir... Tu peux éliminer ça? Il n'a pas pu avoir plus de temps parce qu'on comprend qu'un texte comme ça, c'est un essai et qu'il a fait dans la vitesse et dans la disponibilité des temps qu'il n'avait pas beaucoup d'ailleurs. Et ça pourrait être, cela aurait pu devenir un livre sur les sujets. D'ailleurs, je pense que dans l'avenir, d'autres chercheurs et intéressés au sujet vont s'y plonger dans ces domaines, mais on verra. Mais il nous guide déjà à une réflexion concernant les faits que dans toutes les sociétés, on a toujours des gens qui prennent les gouvernements. Ces gens ont une vision, une perception de la vie, une compréhension des choses. Et on va vivre des fois des décennies, même des siècles, sous l'empire de ces gens, de ces gouvernements qui vont composer un moment de l'histoire, qui sont les reflets de l'évolution de cette société, de ces moments que nous sommes en train de vivre. Je me posais la question, qu'est-ce qu'Allan Kardec dirait aujourd'hui? Parce qu'on a comme une inversion. Hein, c'est clair que l'intelligence mène les affaires du monde. On comprend bien ça. Cette même intelligence a compris qu'elle devrait être préférablement invisible, parce que c'est la meilleure manière de ne pas avoir des opposants, ce n'est pas de s'y présenter, mais de mener les choses
des manières qui on s'y cache. Et donc, on a beaucoup de décisions qui sont prises dans des comités aux Nations Unies ou dans des gouvernements un peu partout et qu'on ne voit même pas ces gens-là. Ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été amenés au pouvoir. Ils rentrent des gouverneurs, ils sortent des gouverneurs, ils sont toujours là, sont eux qui mènent les politiques. Et ils ont bien compris que l'intelligence, c'est vraiment ce qui mène la planète. Donc, l'intelligence dans les affaires, dans la communication. Donc, on a des gens qui vont travailler derrière les rideaux. Donc, il y a tout un réseau social aujourd'hui qui, on sait qu'il est manipulé, on sait qu'il y en a des algorithmes, c'est qu'ils ont un contrôle assez accru de notre vie. Des fois, ça suffit que je parle un mot devant mon cellulaire et je commence à recevoir des publicités sur le sujet. C'est impressionnant, OK? Je sais que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de nous surveiller là, une personne. C'est un algorithme, une intelligence artificielle. Mais ils sont chez nous. Okay? Je parle là, Turquie, le lendemain, je commence à recevoir, le lendemain, non, quelques minutes après, je commence à recevoir des publicités sur la Turquie. Donc, c'est assez évident que l'intelligence mène les affaires dans le monde des finances, dans les gouvernements. Et c'est assez évident que l'intelligence nous mène aussi, si elle n'a pas ce qu'Alain Kardec appelle le deuxième élément, la moralité, elle va nous amener à l'hécatombe. Parce que si on n'a pas de limites, si on n'a pas de directives, si on voit la vie comme essentiellement matérielle et l'homme essentiellement comme un être matériel, c'est complexe parce qu'on va amener les peuples, la population à la dégradation morale et cela va amener à une dégradation généralisée. Les choses ne sont pas si simples. Les sociétés humaines ne vont pas évoluer d'une manière uniforme. Il y a toujours des combats, des difficultés. Et je me pose la question sur la pertinence du questionnement qu'Alain Kardec ferait aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de gens très intelligents qui travaillent pour l'égalité sur la planète, beaucoup de gens très intelligents qui travaillent pour promouvoir l'égalité sur la planète. Mais c'est une égalité qui nous amène à une médiocrité parce qu'on est en train de mettre le niveau très bas. Pour que tout le monde puisse être égaux, il faut diminuer le niveau. C'est un peu évident. Okay? Donc, les grands pianistes, il faut les écarter parce qu'il est un peu hors courbe, hors la normale. Les grands écrivains, les grands penseurs, les grands leaders, les grands esprits, on va les mettre dehors parce qu'il faut niveler les choses, il faut mettre les niveaux les plus bas possibles pour que tout le monde puisse avoir la possibilité d'être égaux. Alain Kardec, comme Platon d'ailleurs, Platon avait cette vision, et il plaidait par une gouvernance des meilleurs, vraiment des meilleurs, qui puisse conduire l'humanité de manière intelligente et morale. Des gens à qui on pourrait faire confiance. Est-ce que je peux faire confiance aux gens qui mènent la banque où je mets mon argent? Est-ce qu'ils sont là pour nous? Est-ce qu'ils prennent soin de nous? Est-ce que je peux faire confiance à tous les députés, les sénateurs, les gouverneurs? Ils sont des gens qui sont là pour nous, pour soigner l'humanité, pour faire protéger les pauvres, les faibles. Bon, je pose la question, OK? À chacun de nous d'y répondre. Personnellement, je crois qu'il y a des gens de bien,
dans tous les niveaux, Bien intentionnés. bien intentionnés, de bonne foi. Mais malheureusement, la majorité n'ont pas ces compromis moraux parce qu'ils sont matérialistes, ils sont athéistes, ils n'ont pas une vision de l'être humain comme un être immortel, donc ils n'ont pas des comptes à rendre. J'ai le pouvoir, je vais mourir bientôt. Il faut que j'aille le maximum des plaisirs, que je puisse me permettre tout ce que je veux. Et si c'est là, ça va être aux expenses de la souffrance de quelques milliers d'Africains ou de Sud-Américains ou des Chinois ou d'Européens, ben, ça ne me concerne pas, c'est la vie, c'est comme ça, et je vais faire ce que je vais. Donc, on est dans un moment très particulier parce que l'aristocratie de l'intelligence travaille pour qu'on puisse être tous égaux dès qu'ils continuent, évidemment, à contrôler les choses. Ces gens qui sont très intelligents, très éveillés, très... mettons, ils font des choses très, très intéressantes. Hein. On va flexibiliser la notion des familles. C'est correct, hein? C'est une bonne idée, on va flexibiliser. Mais ils ne font pas ça pour qu'on puisse faire bien aux gens. Hein? Ils ont peut-être d'autres intentions. Mais étrangement, ces gens qui veulent flexibiliser la famille sont des familles très solides. Ça fait des générations qu'ils sont là. Des siècles même. Et bon, on va flexibiliser la notion de famille pour tous, mais nous, notre famille est solide. On les garde. Elle va rester. Et on va continuer à être au contrôle. Donc, c'est malheureusement ce qui manque dans plusieurs, c'est cette notion de l'être humain. C'est pour ça qu'Allan Kardec va, et je m'arrête là, c'est pour ça qu'Allan Kardec va dire dans les 2 dernières diapos qu'on a lues, ce sont des textes d'Allan Kardec, le spiritisme a un rôle à jouer pour l'évolution de la société. L'intelligence nous a amené à beaucoup de bonnes choses. C'est merveilleux le monde dans lequel nous sommes présentement, parce qu'il ne faut pas seulement regarder les mauvaises choses. On a beaucoup avancé, la science nous a permis d'avoir des choses qu'on n'a jamais pensées dans l'histoire. Même les gens les plus pauvres de la planète ont plus de choses aujourd'hui que la noblesse en avait au Moyen Âge ou pendant la Renaissance. Le simple fait d'avoir un four, une toilette, un cellulaire, ça nous permet déjà, ça nous donne déjà un pouvoir que ces gens-là n'avaient pas. Hein? On savait que Louis XIV n'avait pas de toilette. Versailles était la beauté, mais les gens faisaient caca en bas des escaliers. Et donc, parce qu'ils n'avaient pas ces notions d'hygiène et là, je parle de la France, pas pour faire de la plaisanterie. C'était en fait la nation la plus importante, la plus intelligente, la plus rayonnante du monde pendant des siècles. Et bon, on n'avait pas de notion de base, des fois, d'hygiène. Les premières études scientifiques, les premières études sur les gaz ont été commandées par les rois aux scientifiques parce que Paris, hier, là, pendant l'été, était épouvantable. Tout le monde devrait quitter la ville parce que les gens jetaient là les affaires de la nuit sur la rue. Donc, on a évolué. Okay? On a évolué, on a de l'hygiène, on a de la médecine, on a des vaccins. On voit que l'être humain, mais on n'est pas... Les choses n'avancent pas de manière parfaite, uniforme. Hein? C'est toujours un combat, c'est toujours
toutes ces différences qui existent entre nous, entre les sociétés, entre l'intellect de chaque personne, entre la vision des vies des gens qui gouvernent, tout ça est un permanent combat. Et Allan Kardec nous dit, si on amenait les gens à comprendre que nous ne sommes pas un corps, mais une âme, que nous avons vécu plusieurs vies, nous allons vivre plusieurs autres, que nous devons rendre compte de nos actes. Parce qu'il y a une loi qui va nous demander d'y répondre de nos actes. Si je peux prouver aux gens que la vie est immortelle, que cela n'est pas seulement une théorie ou une construction théorique, comme va dire Marx, une idéologie construite par les gens qui sont au pouvoir pour s'imposer aux gens qui sont en bas. C'est ça la vision du marxisme. Mais si on peut donner des preuves par la médiumnité, par la science, et nous avons des centaines de livres, des études, même aujourd'hui, mais ce n'est pas la faute de l'espiritisme. Si les gens ne lisent pas, ne sont pas intéressés à ça, et notre petit moment d'étude ici, c'est pour peut-être réveiller à nous tous les besoins de communiquer ces connaissances. Parce qu'imaginons la différence que ça pourrait faire si nous avions à ce moment-ci des gens au gouvernement avec cette vision de la vie. On pourrait faire confiance à ces gens-là. On pourrait dire, non, ils sont en train de mener la société vers le bien, pour prendre soin des gens, pour améliorer l'éducation, pour faire avancer l'humanité, pas ses intérêts à eux. Donc voilà, j'ai fait là peut-être une longue introduction, mais je crois que bon, le sujet est complexe, je n'ai pas la vérité, je crois tout simplement fermement qu'Allan Kardec a raison quand il dit qu'il nous manque certainement l'élément moral. Sans ça, il n'y a aucun problème que je fasse exploser une ville comme Londres et j'ai fait exterminer quelques milliards de personnes d'un jour à l'autre parce que cela répond à mes intérêts. Okay? Aujourd'hui, on a des armes qui peuvent faire disparaître une ville comme Paris en 30 secondes. Donc, est-ce que l'intelligence est suffisante pour décider de la convenience d'utiliser ça? Aujourd'hui, on a un budget militaire qui est croissant dans tous les pays occidentaux et non occidentaux. Est-ce que cela nous amène où? Il y en a encore de la famine, de la souffrance, de l'éducation déficitaire. On a encore des milliards de personnes qui sont mises dans un état de médiocrité parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, à la musique, au théâtre, à la littérature, aux grandes œuvres de l'humanité. Ils sont habitués à écouter TikTok. Et on est vraiment dans un moment très particulier parce qu'on a beaucoup de réussites, mais qui en même temps sert à nous donner les plaisirs les plus des bases, les plus primitifs. Et on n'a jamais eu autant de richesses, de possibilités d'accès à la culture, aux livres. Rousseau avait besoin d'emprunter la bibliothèque de son ami. Il y avait un ami riche de la noblesse qui lui permettait d'y utiliser sa bibliothèque parce qu'il n'avait pas accès à des livres. Et donc, aujourd'hui, je peux, avec un cellulaire, télécharger toutes les grandes œuvres de la littérature, de la philosophie, de la science universelle. Mais je regarde TikTok. Il y a quelque chose qui se passe là. J'ai dit j'ai, pas César, mais j'ai. Je ne regarde jamais TikTok, mais mes élèves ils regardent.
Donc, voilà, mes amis, bon, voilà. La parole est ouverte à tous et à toutes. Nous avons des grands défis là. Oui, oui, et après Dominique. Bonjour. Juste vous savez que j'ai déjà un compte TikTok du centre, donc je suis en train de nourrir avec de bonnes Ah, informations. bravo, Euh, Yuri. non, c'est ça. Je voulais dire, tu sais, qu'est-ce que tu as dit? Le manque de notion de l'être humain. Je pense que ces phrases, ça résume tout dans le sens que, en autant qu'on n'a pas cette notion-là de l'immortalité, de nos responsabilités, de nos actes, ça va continuer à être comme ça. Puis, tu sais, je me rappelle avoir lu un livre de Amalia Domingo Soler, dont elle rencontre elle raconte des esprits. Puis à un moment donné, elle avait un ami qu'elle souffrait beaucoup, puis c'était son ami. Après ça, elle a désincarné, puis elle a eu cette communication avec elle. Puis là, elle l'a dit, mais je t'ai dit, tu sais, l'esprit qui était désincarné, désolé, je vais essayer de... L'esprit qui était désincarné, il disait, je comprends pas pourquoi j'ai souffert autant, je comprends pas pourquoi ma vie c'est un martyr, je comprends pas. Puis là, elle a dit, mais moi, je t'ai donné les livres, je t'ai donné tout, qu'est-ce que tu avais besoin pour comprendre ça, tu sais, je t'ai donné tout. Là, l'esprit a dit, oui, mais si je rentrais dans ces livres-là, ça veut dire que j'allais comprendre que possiblement j'ai fait mal au passé, que possiblement j'étais ce que je ne veux pas entendre. Donc, elle a dit, finalement, je préfère rester dans l'ignorance puis croire que j'ai bien fait, mais que ma souffrance était donnée par Dieu ou par les circonstances. Et donc, je préfère vivre comme ça dans l'aveuglement. Donc, elle était déjà désincarnée. Puis, alors, Amalia, il répond, il continue avec ça. Je dis en autant que nous, on ne veut pas ouvrir les yeux, qu'on ne veut pas prendre conscience de nos responsabilités, de notre immortalité. On va vivre comme ça, tout le temps dans l'illusion, dans la souffrance, dans l'ignorance. Donc, c'est ça. Puis, j'avais vu à un moment donné une campagne qui avait fait la Fédération Spirit brésilienne. On disait la vie enseigne et le spiritisme explique. Et je trouvais ça, ces phrases-là, très vraiment marquantes parce que oui, vraiment, la vie nous enseigne plein de choses, mais seulement le spiritisme explique. Et quand il y en a, moi je dis, si on a des doutes, on a des questions, le spiritisme répond à tout, dans la science, dans la philosophie, la religion, tu sais, le triangle de l'espiritisme. Et vraiment, tout est là. Tout est là, c'est juste qu'on ne veut pas ouvrir les yeux, qu'on veut rester dans l'ignorance. Merci. Merci, Yuri. Dominique. Oui, merci César, merci Giovanna pour ce beau texte qui est vraiment d'une profondeur, comme d'habitude, exquise. Où commencer? Ce texte, quand je l'ai lu ce matin, ça m'a fait tout de suite penser à une question du livre des esprits. Est-ce que le progrès moral suit-il toujours le progrès intellectuel? Et la réponse est, il en est la conséquence, mais ne le suit pas toujours immédiatement. Et en fait, le fait d'avoir l'opportunité d'étudier, comme nous faisons cet après-midi, nous fait comprendre tous les mots et toutes les phrases et toutes ces questions. Et comme Yuri disait, effectivement, il nous faut relire souvent de fois le livre des esprits pour avoir des réponses qui paraissent énormes et nécessaires. Et je rajouterais aussi que le développement de notre libre arbitre suit le développement intellectuel. Plus notre libre arbitre se développe et plus l'intelligence se développe également. Donc, c'est intéressant de méditer là-dessus. Et j'ai retenu durant la belle introduction de César des exemples. César, tu parlais de l'exemple de l'égalité. Eh bien, en Suisse, récemment, ils ont beaucoup avancé humainement, puisqu'il y a une forme de l'égalité qui s'est installée entre les hommes et les femmes. Nous, spirites, nous savons que l'esprit est asexué. Eh bien, actuellement,
une loi a été votée pour que à profession égale à l'homme et la femme, il y ait un salaire identique versé. Je m'explique bêtement, certainement, un soudeur touchera la même chose qu'une soudeuse, ou l'inverse. Une soudeuse touchera la même chose qu'un soudeur. Donc, c'est bien de voir que tout commence à bouger grâce aux lois, grâce justement à ce que le peuple vote, la votation du peuple. C'est intéressant. Même si d'un autre côté, les femmes ont été lésées puisque maintenant la durée de retraite s'est allongée. Mais c'est pas grave, ça fait partie. Ensuite, j'aimerais apporter les dernières statistiques des croyances concernant les Européens qui croient de plus en plus à l'existence de l'âme après la mort. Et ça, c'est intéressant parce qu'avant la guerre, ils étaient moins de 40% et actuellement, ils sont plus de 60%. Et c'est encore mieux parce qu'autour de nous, eh bien, on commence à entendre le mot réincarnation. Et ça, c'est formidable. Qu'une décennie avant, on n'entendait pas parler de ça. Maintenant, ils commencent à en parler. Donc, ça veut dire que la divulgation, elle se fait, certes, lentement, mais elle s'effectue. Et je voudrais encore donner un autre exemple qui est formidable. J'avais une amie qui était dans la banque parce que César a parlé de la banque. Elle était dans la banque et puis un jour, elle s'est confiée. Nous sommes sortis ensemble pour changer d'air. Elle a presque fait un burn-out parce qu'elle ne pouvait plus accepter les chiffres qui s'installaient chaque fois devant son ordinateur lorsqu'elle prenait son poste de travail. Elle voyait que des chiffres. Elle voyait plus rien d'autre. Elle a dit, je suis fatiguée, Domi, parce que ces chiffres laissent place à l'humanité. C'est-à-dire que derrière chaque chiffre concernant un compte, il y avait une colonne rouge disant que ce frère qui est pauvre, eh bien, il est dans le rouge, etc. Elle ne pouvait plus supporter ça. Donc, elle a commencé à progresser intellectuellement et surtout moralement. Et donc, elle a fait une formation de hypnothérapeute érectionnelle qui, au bout de un certain nombre d'années, n'a pas donné de bonnes références et elle a arrêté pour faire femme de ménage actuellement. Et elle est très heureuse. Elle est très heureuse parce qu'elle est au contact des humains. Donc, c'est incroyable la progression qui s'est effectuée chez cette amie. Et donc, pour finir, je trouve que notre famille spirituelle que nous sommes actuellement, et dans d'autres groupes également, dans toutes les études auxquelles nous participons, eh bien, s'agrandit grâce à tous ces moyens de divulgation. Certes, il n'existait pas Internet avant. Il y a la radio, il y a le téléphone cellulaire, il y a la parole, il y a la lecture, etc. Et tout ça, ça s'agrandit. Donc, à nous de continuer, de comprendre grâce aux études que nous sommes en train de faire et à justement les divulguer afin que l'attitude soit le meilleur moyen de divulgation, l'attitude d'amour, l'attitude de charité, etc. Parce que c'est important que la personne voie en nous une autre attitude qu'elle a et qu'elle se pose la question, mais pourquoi il réagit comme ça? Et nous, après, on peut dire, ben, écoute, c'est grâce au spiritisme. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que le spiritisme nous amène à découvrir. Voilà. C'était un peu long, pardon. Oh, merci Dominique. Et je crois que tu as touché à plusieurs éléments qui ça mériterait une réflexion. Brièvement, je pense que les gens commencent à en parler davantage sur l'immortalité, sur la réincarnation. Cela ne vient pas nécessairement seulement de l'espiritisme. Je trouve ça merveilleux parce que ça vient de la science. Et il y a beaucoup de scientifiques. Hein. Je trouve dommage, cependant, que c'est la contradiction que nous avons dans l'intelligence. L'intelligence va faire son chemin pas à pas. La science va faire son chemin pas à pas.
Et d'ici 150 années, ils vont arriver à toutes les conclusions que nous avons déjà dans les livres des esprits, dans l'Évangile selon le spiritisme, etc., etc. Parce qu'Allan Kardec n'a pas seulement vu la réincarnation, il a compris que c'est une loi fondamentale de l'existence humaine et que cela implique des conséquences pour la sexualité humaine, pour la société humaine, pour les progrès humains, pour le choix des vies, pour les épreuves, pour la souffrance, etc., 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 tout ce que nous sommes en train d'étudier ici. C'est là pour dire que on donnera à la science le temps d'y arriver, mais c'est merveilleux parce que la réflexion commence à se faire. Et Dominique a touché à quelques sujets qui sont, mettons, aujourd'hui, sujets polémiques. Mais notre objectif ici, nous n'avons pas le temps de discuter chacun de ces sujets. J'aimerais faire, cependant, les liens avec ce que Dominique a dit quand il nous a rappelé la question du livre des esprits, que nous avons d'ailleurs déjà étudié ici, que les progrès moraux ne suivent pas toujours les progrès intellectuels, mais il y a la conséquence. Qu'est-ce qu'Allan Kardec veut dire par cela? On fait des choix pour l'égalité, pour les genres, pour la société, pour la distribution de la richesse, pour les choix de s'y armer ou ne pas s'y armer. On fait des choix en utilisant l'intelligence que nous avons et la morale que nous avons ou nous n'avons pas. Mais l'intelligence, elle me permet de, après les choix, revenir, regarder et dire, oups, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire? C'est évident que cela va coûter une énorme souffrance, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, est-ce que l'égalité va fonctionner sur la planète pour les hommes et les femmes? Oui, dans une certaine mesure, oui, nous sommes égaux devant la loi. Mais est-ce que nous avons des fonctions qui sont pareilles? Est-ce que des milliers d'années, vous voyez, je ne vais pas discuter la question, mais tout ça est implicite. Quelles sont les conséquences, les retombées de ça pour la famille? Dans les mêmes livres des esprits, les esprits nous disent que si la famille disparaît, la société va tomber dans l'anarchie. Et notre société est présentement en risque de ça. Parce qu'on voit que la famille est de plus en plus faible et affaiblie. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut laisser les gens faire le choix et utiliser leur intelligence pour dire ça marche pas. Mais cela peut coûter des années, il peut coûter beaucoup de souffrances. Mais c'est dit là, malheureusement, ou heureusement, je trouve que c'est peut-être heureusement, parce qu'il ne faut pas imposer une morale, il faut qu'elle vienne de l'expérience, de l'intérêt, du besoin que nous ressentons de dire il faut guider notre vie par quelque chose de supérieur à nous. C'est ça toute la question. Dès la Renaissance, nous avons choisi que l'être humain fait la loi. Nous sommes notre Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu. Le problème est, on ne peut pas tous être des dieux. Il y en a quelqu'un qui va être le Dieu qui dit aux autres quoi faire. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui mènent les universités, ceux qui mènent les politiques publiques. Donc, et là, on a un problème. Parce qu'on se réfère à quelqu'un qui est si fragile, si faible que nous autres. Et ce que le spiritisme nous dit, il faut se référer à quelqu'un qui est plus grand, à des lois qui ne sont pas des opinions, mais sont des lois. Et le spiritisme nous dit, de la même manière que la loi de la gravitation, de l'électricité, et de la biologie, de la génétique s'impose à nous, n'avons pas s'y plier, les lois de l'âme sont pareilles. Tu peux faire mal à ton prochain, mais tu vas répondre.
Oh non, 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 ça c'est faux. Je réponds pas. Oui, tu vas répondre. Tu le crois pas, tu vas répondre. Donc, les lois, ainsi que les lois physiques, les lois morales vont pas s'y plier à nous. On va ramasser les conséquences et on va apprendre. Mais la question est, nous autres, avec les connaissances que nous avons, quel est notre rôle? À un moment donné, moi, je peux discuter quelques sujets qui sont là aujourd'hui, des sujets polémiques, tout ça, mais je commence à concentrer mes énergies à communiquer cette connaissance qui peut peut-être amener les gens à voir un peu plus large. Je ne peux pas discuter l'égalité des hommes et des femmes, les questions des pouvoirs, la politique. À un moment donné, ça mène à rien. Hein? Mais je peux instruire les gens à voir la vie plus large. Et c'est sur ça que je me concentre personnellement. Bon. Voilà. Oui, Adriana. Et après, Dominique. Bonjour tout le monde. Je pense quand Allan Kardec a dit là l'aristocratie de l'intelligence, je pense que là, là, je pensais aux familles que tu disais là, César, des familles qui sont bien établies à des siècles et qui sont derrière tous les pouvoirs qui sont au monde présentement. Donc, les vrais pouvoirs sont à eux, mais ils ne sont pas là. La majorité des gens ne savent même pas qu'ils existent là. Mais ils sont là derrière tous ces pouvoirs-là. Là, je pensais à une histoire que ça se passait avec moi l'autre jour. J'ai parlé à un enseignant de l'université qui fait beaucoup d'échanges avec une université au Brésil. Donc, il est allé déjà plusieurs fois au Brésil, dans une université fédérale, plus au nord. Et là, il m'a dit, non, je ne suis pas allé au Brésil dernièrement. Et là, j'ai dit, ah, mais c'est bien de ne pas y aller présentement parce que les choses là ne vont pas bien. Il me dit, ah ouais, pourquoi? J'ai dit, non, les taux de chômage ont explosé, la violence a augmenté beaucoup avec ce nouveau gouvernement, là. Il m'a dit, ah, mais tous mes amis que je connais, 100% de mes amis que je connais disent pas la même chose que toi. Ils disent exactement le contraire. Maintenant, les choses vont beaucoup mieux qu'avant. Je dis, bon, mais vos amis sont tous des enseignants à l'université. Et on sait que les enseignants à l'université, ils ont eu comme un lavage de cerveau. Et c'est comme s'ils ne peuvent pas vraiment, ils sont tellement encadrés pour penser tout égal, ils ne peuvent pas vraiment voir ce qui se passe. Il a dit, mais non, ils sont vraiment des personnes intelligentes. Je dis, oui, ils sont intelligents dans leur domaine, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont les yeux ouverts, ils peuvent voir plus que ça. Ils sont tellement encadrés. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi parce qu'ils ont dit que maintenant, les universités ont plus d'argent. J'ai dit, oui, dans leur poche, ça va, mais les pauvres qui reçoivent moins d'argent maintenant, ils ne voient pas que ça se passe. Et là, c'est de l'égoïsme. Donc, c'est l'égoïsme. Et là, il n'avait plus de réponse à me donner. Là, je dis, OK, on va changer de sujet. Et bon, voilà, seulement pour vous dire, je pense que ces gens qui sont en contrôle dans le monde, ils ont bien vu que les peuples, la majorité des gens au monde croyaient beaucoup aux gens qui sont intelligents, principalement aux enseignants universitaires, les scientifiques, OK? Et blablabla. Et je pense que là, ils ont dit, OK, si on contrôle ces gens-là, on va avoir un contrôle plus facile de tous les peuples du monde. Et là, je pense, c'est ma vision, je pense que c'est comme ça que ça se passait.
Mais le gros problème, c'est que c'est pas 100% des gens, hein. Désolée, là, je dis pas que c'est 100% des gens, mais la majorité, il n'y a pas vraiment une morale bien établie, n'ont pas une croyance, ils vont pas croire à la vie après la mort, à toutes les choses que nous, on connaît, nous les spirites. Donc, c'est tellement facile de contrôler un peuple et c'est ça. Bon, je ne sais pas si vous avez compris les chemins que je voulais, ma façon de penser, mais voilà, c'est ça. Bon, merci Adriana. Peut-être je peux y revenir plus tard, mais on va écouter Dominique. Oui, merci César. Et en fait, ce que dit Adriana, c'est vrai, souvent de fois, nos frères et nos sœurs, ils ont les yeux fermés, mais on doit aussi accepter et être tolérant vis-à-vis de cela. S'ils veulent choisir ce chemin, on peut les sensibiliser, mais on n'a pas le droit de les forcer. Et je voudrais répondre à la question comment arriver à la nouvelle aristocratie. Rappeler que le spiritisme s'adresse à tous les cultes, à toutes les formes de religion, et ne doit pas s'opposer à ces formes, d'aucun en particulier, mais à rapprocher tous les hommes sous le drapeau de la fraternité et de la charité. Et ça, je trouve que c'est une force du spiritisme que l'on doit mettre en avant. Pourquoi? Parce que c'est une école de perfectionnement moral et spirituel que le spiritisme. Il fait appel à la raison et à notre travail. Et nous sommes en train de travailler en ce moment. Et qu'est-ce qu'on voit autour de nous actuellement avec ces bateaux de migrants qui sont de plus en plus nombreux à venir accoster l'Italie ou l'Espagne et qui sont remis entre les autorités et qui sont débordés, en fait, ces autorités. Et donc, par la force des choses, ils seront obligés d'être beaucoup plus fraternels et charitables envers tous ces migrants qui fuient leur pays pour la simple bonne raison qu'ils veulent, comme nous, la paix, avoir une chance au travail et ne plus être en guerre et sous le joug de toutes ces dictatures qui se passent. Et moi, je trouve que c'est une avancée encore, c'est une opportunité pour nous, eh bien, d'être charitable vers ces migrants qui arrivent, sous toutes ces formes de la charité, en pensée, en acte et en parole. Voilà. Merci Dominique. Oui, on verra, hein, les conséquences de nos actes vont se présenter chez nous. Mettons, dans les pays riches, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises au Canada qui ont exploité l'Afrique d'une manière impitoyable. Hein, on a des rapports, on a même des documentaires qui montrent. Mais l'Europe, hein, les Portugais, les Espagnols, les Français, les Hollandais, ils se sont promenés partout. Ils avaient une vision de la vie. C'est pour ça que moi, je ne les juge pas. Sommes nous-mêmes qui étions là. Et nous avions, à ce moment-là, une vision de la vie. Il faut aller, il faut chercher des ressources. Nous sommes intelligents, nous avons des armes, notre science est supérieure. On s'impose à tous les peuples. Mais on n'a pas, même par un instant, je pense que, bon, ce n'est pas tout le monde, parce qu'on a eu des gens qui se sont portés, hein, à la défense de ces peuples. Il y en a. Okay? Dans l'histoire brésilienne, les gens vont accuser, vont attaquer les jésuites, mais ils ont été les premiers à protéger ces populations, à vouloir les éduquer. Il y en a des beaux exemples en Amérique latine qui sont touchants des Européens qui se sont mis au combat pour protéger la population locale. Donc, il y avait toujours cette possibilité qu'il fallait réfléchir à ce qu'ils ont fait. Hein? Et évidemment, ces populations qu'on n'a pas éduquées, qu'on a laissées à eux-mêmes, ils viennent chez nous aujourd'hui, chercher ce qu'on n'a pas donné
ce qu'on aurait dû lui faire. Mais on obéissait à une vision de la vie à ce moment-là. Donc, ce n'est pas pour faire... c'est pas excuser, c'est pas justifier, c'est tout simplement dire, bah, les choses sont passées comme elles sont passées. On aurait pu faire mieux. La question est, il faut réveiller l'être humain à la réalité spirituelle. Si on n'est pas capable de former l'être humain à une vision de la vie plus large, plus belle, plus noble, on va être toujours victime de ces situations. On va toujours avoir de la souffrance. Mettons, moi, je connais très bien certaines philosophies. J'ai étudié beaucoup le marxisme. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, je suis très critique du marxisme aujourd'hui, mais quand je regarde les contextes historiques dans lesquels il est apparu, j'ai dit, mais bravo, parce que les chrétiens ne faisaient rien. Il y avait des enfants qui travaillaient 14, 16 heures par jour, des femmes enceintes qui travaillaient. Hein? Les enfants mouraient là, tombaient du sommeil, ils tombaient sur les machines, étaient massacrés par ces machines. Et les chrétiens, c'était les propriétaires de ces entreprises, allaient à l'église tous les matins, tous les samedis. Les chrétiens, entre Les guillemets. chrétiens, entre guillemets, gros guillemets, parce qu'ils n'étaient pas des chrétiens. Okay? Et le marxisme s'est levé pour dire non, ça ne marche pas, il faut se rebeller. Il avait raison. Mais il part d'une vision qui nous amène à une autre catastrophe. Parce que pour lui, l'être humain est un estomac. Et rien d'autre que ça. Donc, cela amène à des conséquences comme ce qui s'est passé dans la Russie de Staline, ou en Corée du Nord présentement, ou en Chine, qui a compris qu'il fallait ouvrir au capitalisme, mais garder un régime fermé. Les gens n'ont pas de liberté, les gens ne peuvent pas en parler, les gens ne peuvent rien faire. On a des amis là-bas, okay? Il y a des gens que je suis avec en contact, et tu ne peux pas même prononcer les mots christianisme ou bouddhisme. Ils sont persécutés, ils sont mis dans des champs de concentration pour la rééducation. Hein? Les églises sont obligées maintenant à porter la photo de Mao et de Xi Jinping. On est vraiment dans un monde compliqué parce que quelle est la vision que Marx avait? Oui, il faut faire les peuples se rebeller, mais se rebeller pourquoi? Pour qu'on puisse prendre le pouvoir et répéter les cycles de souffrance. Au moment que les communistes ont pris le pouvoir en Russie, écoute, je ne parle pas là n'importe quoi. Hein. Je suis bien embasé. Je lis Lénine. Je lis Mao. Et c'est très simple. Il faut tuer tout le monde qui s'oppose à nous. C'est simple comme ça. C'est écrit là. Okay? Mao a écrit un livre sur la guérilla. C'est comme ça qu'on dit en français. La guérilla. La guérilla. Che Guevara a écrit un livre. C'est épouvantable. Hein? C'est un assassin. Mais il est célébré dans les universités comme un héros. Et j'ai lu encore 3 autres sur la guérilla. Et c'est toujours cette notion, à partir du moment qu'on a le pouvoir, il faut agir. Et s'il faut faire, s'il faut tuer, on va tuer. Parce que c'est pour les biens majeurs. C'est pour l'idéal. Tout ça est très complexe, OK? Et il y a un monsieur, un philosophe italien qui s'appelle Gramsci, qui a compris que la violence, ce n'était peut-être pas la bonne stratégie.
Il a dit il faut s'approprier des moyens culturels. Il faut influencer l'éducation. Il faut prendre possession des moyens de communication. Il faut influencer les syndicats et les universités. Ils l'ont fait très bien. Pendant des décennies, de manière organisée, ils ont pris possession de tous ces moyens. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un professeur universitaire n'est même pas capable d'y penser en dehors de cette structure. Et c'est vraiment quelque chose, parce que je connais des gens, parce que j'étais là au milieu universitaire quelque temps, pour ma maîtrise, pour mon doctorat, qui à un moment donné, j'ai laissé tomber. Ils ne connaissent pas aucun auteur en dehors de cette philosophie. Moi, je disais, est-ce que tu as lu von Mises? Non, je ne sais pas c'est qui. Est-ce que tu as lu tel philosophe? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu as lu telle chose? Non, je ne sais pas. Ah, mais ce n'est pas important. Je lis là ce qu'il faut lire pour être bien et pour être accueilli dans cette université. Donc, c'est dommage parce qu'on va avoir encore beaucoup de souffrances à cause de tout ça. Oui, Christophe. Merci beaucoup. Je vais juste lire le message. OK. Bon, je vais tenter. Je vais me faire des ennemis, là. Mais bon, comme je suis honnête, c'est très délicat, je crois, tout ce thème-là aussi. J'ai beaucoup entendu et je me suis beaucoup posé de questions. Moi, ce que j'entends et ce que je comprends pour l'instant, là, et ce que je comprends quelquefois aussi dans la vie courante, c'est que nous basons énormément de choses sur l'intelligence. Nous créons des problèmes avec l'intelligence et nous essayons de le résoudre avec l'intelligence et nous nous croyons intelligents. Et nous lisons beaucoup et nous savons beaucoup. Et il y a 2000 ans, le Christ était là et nous ne sommes pas plus avancés, malgré que, oui, la science, moi, ça me fait plaisir quand j'ai mal que je peux prendre un cachet pour ne plus avoir mal et c'est la science. Merci beaucoup. Mais sinon, moi, je dis il y a 2000 ans et quand je vois ça, professeur, docteur, très bien. Mais je dis, mon Dieu, quelquefois, je me pose vraiment la question si on n'est pas quand même un peu des pachydermes arriérés. Parce que, en fait, qui se pose la question si peut-être avec l'inspiration divine, nous ne pourrions pas avancer plus rapidement? Non, non, non. Il faut être intelligent. Il faut chercher les problèmes, enfin les solutions aux problèmes qu'on a créés de façon intelligente, de façon intelligente. Mais tant que nous continuons à faire comme ça, nous sommes absolument nuls, autant que nous soyons. C'est mon opinion. Je me mets dans le même sac. Donc, tant que nous ne cherchons pas l'inspiration divine pour vraiment avancer divinement, je suis désolé, avec 3 titres de professeur, c'est nul. Même si aujourd'hui nous pouvons aller à la Lune, même si aujourd'hui nous nous occupons des aînés. Il fut un temps, nous ne nous avons pas occupé des aînés. C'est bien, nous avons des hôpitaux, c'est bien. En France, ils les ferment. Les infirmières, je ne sais pas où elles sont. Les lits, il n'y en a plus assez. Des toubibs, il n'y en a pas assez. C'est des gens intelligents qui gèrent tout ça. C'est des pachydermes. Je suis désolé. Donc, voilà, ça ne me sert pas à grand-chose 2000 ans après Jésus-Christ. Tous ces intelligents autour de moi, ça ne me sert pas à grand-chose en fin de compte. Enfin, personne ne cherche l'inspiration divine. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu.
Qui est assez intelligent pour chercher ça? Aucun intelligent, apparemment. Ça ne me sert à rien. Je peux lire toute la bibliothèque, ça ne me sert à rien. Je vais toujours encore, avec mon intelligence, essayer de régler des problèmes avec de nouvelles sectes ou de nouvelles religions ou de nouvelles... Qu'est-ce que j'en sais? Ça ne me sert à rien. Nous jouons ça depuis que le monde existe. À quoi ça sert? Je dis, personne se pose et cherche l'inspiration divine. Personne. Personne se fait assez petit pour dire, je ne sais pas, mais je vais écouter ou je vais m'adresser à Dieu. Je vais prier et je vais me faire petit et pas grand, un titre de professeur en plus. Ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien à mon prochain non plus. Ça ne sert à rien. Nous sommes nuls. Voilà. Je suis désolé, mais c'est mon opinion. Ça ne sert à rien. L'intelligence, elle est tellement promulguée, on mise tellement là-dessus. On avait des intelligents il y a 2000 ans aussi, on n'est pas plus loin vraiment. Mis à part le confort quotidien qui est vraiment très bien. Mais mon Dieu, si nous étions plus évolués, si notre état de conscience était plus évolué, tout ce que pour l'instant la science a mis en place, elle aurait pu le mettre en place aussi. Je pense qu'on serait même beaucoup plus loin. Et nous cherchons toujours encore au travers des livres que des gens non inspirés ont mis en place et des gens non inspirés pour l'instant les lisent et les suivent et disent « je suis intelligent, je sais ». Mais en fait, tu sais rien, t'es con, quoi. Voilà, merci, je suis désolé. Merci beaucoup, Christophe. Désolé de quoi? En fait, je pense qu'on est bien d'accord avec toi. Et, on est tellement intelligent qu'on n'a pas compris l'essentiel. On a compris beaucoup de choses, mais on n'a pas compris l'essentiel. Et ça me rappelle Pascal, parce qu'en étant quelqu'un qui était un génie de la mathématique, de la physique, à un moment donné, il a tout quitté et il a dit le cœur a bien des raisons que la raison ne peut pas comprendre. Et je pense qu'il voulait dire cela. Quand on regarde la vie avec le cœur, avec l'âme, avec l'intuition, on passe à un autre niveau. Et c'est ça que je voulais dire. Il faut qu'on puisse se référer à quelqu'un de plus grand que nous. On ne va pas régler les choses nous-mêmes. Notre intelligence, comme Christophe a très bien montré, et qu'on venait là d'en parler aussi, elle ne va pas régler. Parce qu'il a tout à fait raison. On va créer des problèmes qu'on va résoudre. On a créé des problèmes avec notre intelligence qu'on va résoudre avec notre intelligence. Et on ne va jamais sortir de ça. Mais malheureusement, c'est le processus, l'être humain. Ça prend du temps pour voir les choses, pour comprendre les choses. Des fois, ça prend énormément de souffrance. Comme Yuri disait, tu donnes les livres à la personne, et là, entre ses mains. Hein, ce que Jésus a dit, ce n'est pas compliqué. Hein? Aime Dieu, aime ton prochain, aime à toi-même. Prends soin de la vie, de ton monde. Hein? Sois quelqu'un qui porte la compassion dans ton cœur. Et c'est simple, ce n'est pas très compliqué. Donc, mais patiente, comme Dominique nous a rappelé, il faut beaucoup de patience aussi. Hein? Les gens ne vont pas tout voir tout le temps. Et... Oui, je pensais qu'elle allait lever la main. Le problème, c'est que nous sommes intelligents, mais nous ne sommes pas bons. Nous n'avons pas la bonté dans les cœurs, nous n'avons pas la bonté envers les autres. On enseigne aux enfants à être compétitifs, mais on n'enseigne pas les enfants à aimer les prochains, à respecter les prochains. Donc, la famille, c'est sûr que la famille doit être solide, mais ce que nous devons montrer aux enfants, à nos enfants, c'est d'être bons, c'est d'être charitable et respectueux envers les autres. Donc, si on n'a pas ça en nous, chez nous, le monde n'avancera pas. On va développer l'intelligence, mais on ne développera pas l'amour. Donc, le Christ est venu, comme a bien dit Christophe, ça fait 2000 ans. Il nous a envoyé l'espiritisme. L'espiritisme
nous montre la vérité, nous explique les paroles du Christ, nous montre il fait de la lumière sur les chemins parce que pour marcher, il faut qu'on voit les chemins et l'espiritisme, il fait ça. Nous montre les chemins, nous montre la vérité, nous explique, mais on ferme les yeux parce qu'on croit toujours juste à l'intelligence. Mais l'intelligence sans la morale, sans l'amour, elle fait rien. Donc, c'est aveugle. On va nulle part, nulle part. On voit toujours, c'est une dispute entre les biens et les mal. Nous avons choisi notre côté. Donc, on veut faire partie du côté de l'amour, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut aussi que, c'est pas juste de faire des lectures et comprendre les choses, mais si on rien fait avec les connaissances qu'on est en train d'acquérir, mais on fait quoi c'est quoi notre rôle dans tout ça? Donc, nous sommes invités à collaborer d'une certaine façon. Il faut qu'on donne notre collaboration à ce monde. Parce que si on laisse toujours la place à ceux qui font partie de l'autre côté, on fait rien. Donc, il faut qu'on fasse Jésus compte sur nous, je crois. Il compte sur... nous sommes en petit nombre, là, je vois les groupes, nous sommes assidus, mais j'ai fait des publicités, mais personne ne nous écrit pour voir est-ce que je peux faire partie de ces groupes-là. On voit que les groupes, ils grandissent pas. Mais je ne sais pas où sont les gens. Les gens, ils sont égoïstes. Ils pensent à leur vie, à leur... je ne sais pas. Mais c'est sûr que nous avons des choses à faire. C'est sûr que nous sommes appelés à la collaboration pour un monde meilleur, un monde où l'amour se propage. Voilà. Merci, Giovanna. Christophe avait levé la main. Oui, je voulais juste dire que, oui, voilà, Adriana, elle a très bien dit que la programmation, en fait, de cette personne-là, oui, mais voilà, il faut que nous fassions tellement attention que nous-mêmes non plus, nous ne nous laissons pas prendre par cette programmation-là, en fait, autour de nous. Aussi avec TokTok, ah non, avec TikTok, on dit. Hein. Ouais, voilà, ok, d'accord. Donc aussi avec ça, oui. Voilà, merci beaucoup. Merci, Christophe. Et qu'avec ces mots, je pense qu'on va vers la fin. Et je rappelle, en prenant tes mots, qui, dans les textes, on a laissé passer là le fait qu'Allan Kardec dit le spiritisme a besoin de l'intelligence parce que la foi, il faut qu'elle soit capable de comprendre en quoi elle a la foi. Mais il dit ça dans le sens que nous sommes aujourd'hui capables de justifier. Nous ne demandons pas aux gens d'y avoir la foi en immortalité. On a des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres qui montrent, pas seulement d'un point de vue logique, mais par des preuves. Mais il y a eu des gens qui n'ont pas eu besoin de ça, qui ont compris que l'être humain était un être immortel et qu'il fallait vivre en conséquence de ça. Donc, on ne peut pas s'échapper de l'intelligence, il faut l'éduquer pour l'amour. Il faut montrer, écoute, tu as des limites. À partir de là, utilise ton cœur, utilise ton intuition, utilise l'amour et tu vas gérer bien ton intelligence. Mais sinon, tu vas vers la catastrophe. Donc, il faut passer à un autre niveau. Ce que Christophe a dit, c'est ce que nous rappelons ici aussi. À un moment donné, Seigneur, montre-moi le chemin. Mon Dieu, laisse-moi prier pour consulter cette force. Laisse-moi entrer en méditation parce que je puisse écouter quelque chose qui vient, pas de mon cerveau, de mon intelligence, de mon expérience, de mon vécu, mais qui vient de quelque chose de plus grand que moi. Donc, c'est le chemin. Hein? Je vois là, nous avons une amie qui participe avec nous des études en portugais. Sa fille est présentement une haut placée du gouvernement qui est au Brésil. Elle a une vision matérialiste, communiste. Elle travaille pour ces gens-là. Cette personne, la maman, nous dit, elle est tellement bonne, elle a tellement de bonnes intentions, mais elle est tellement aveugle.
dans ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle travaille pour des gens qui sont des monstres. Et on sait qu'ils sont des monstres. Okay? Des monstres cachés. Des monstres cachés, qui même les médias dans le monde vont montrer comme des grands héros, mais qui nous savons qu'ils sont très dangereux. Mais c'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens, même avec beaucoup de bonnes intentions, qui à la fin vont voir, mon Dieu, j'ai travaillé pour ces gens-là. C'est ça que j'ai aidé à faire. Donc, comme spirit, utilisons, oui, notre intelligence pour ne pas se laisser programmer, pour répondre à ce qu'Allan Kardec nous demande. Il faut lire, il faut étudier, il faut s'y renseigner, il faut s'informer pour que nous puissions voir clair. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà de l'intelligence. Hein? Nous avons des êtres d'amour qui sont là avec nous et qui sont là pour nous soutenir, mais doucement, il faut les ouvrir la porte. Et très bien, mes amis, le temps file vite. On va clôturer notre séance. On n'a pas peur des sujets difficiles. Et je pense qu'on a eu un excellent niveau de discussion, d'échange. Et doucement, le spiritisme nous amène à réfléchir, même sur des sujets complexes. Merci à tous. On va fermer et clôturer notre séance. Chers amis, nous prenons le temps de prier. Et j'ai regardé vers ces êtres d'amour et de lumière qui nous invitent à ouvrir nos cœurs, qui nous invitent à marcher sur les chemins de l'intelligence, mais à un moment donné, s'y rendre compte qu'on a besoin d'une lumière plus grande, plus large, plus belle, plus éclairée, et qui puisse éclairer nos chemins, nous montrer les vraies priorités de la vie. Nous vous demandons de nous aider à trouver les chemins de l'amour, de la compassion, de la bonté, à regarder avec tes yeux, Seigneur, tant d'amour, de compassion, en regardant la souffrance qui est toujours avec nous. Les mères désespérées parce qu'ils voient partir ces enfants amenés par la drogue, par les crimes. Les pères de famille qui travaillent, font des efforts, qui sont toujours en désespoir. Les jeunes qui cherchent, mais qui ne trouvent pas dans les grands temples des savoirs, des universités, la direction pour leur vie, les chemins, qui consultent les livres des grands philosophes et scientifiques, qui ne trouvent jamais un mot sur la vie, sur l'amour, sur la mort, sur l'avenir. Nous prions, Seigneur. Nous prions pour vous demander de l'aide, que nous puissions devenir des êtres intelligents, mais des êtres d'amour avant tout. Que nous puissions regarder avec compassion la douleur et la souffrance de nos frères et sœurs. Aidez-nous à partager ces connaissances
en paix à la fois, mais à les partager surtout avec notre manière de vivre, d'agir, et à vous faire confiance, Seigneur, parce que ce monde dépasse largement notre possibilité de compréhension. Aidez-nous à prendre soin de notre jardin, de notre maison, de nos amis, de notre famille, et laissez à vous la planète, les milliers d'âmes qui sont sur ce monde, et que nous puissions collaborer de manière positive à votre effort de nous guider vers la lumière. Nous vous faisons confiance, Seigneur. Nous vous remercions de ces moments de prière, d'amour, de réflexion, d'apprentissage, et que nous puissions garder l'espoir, la foi, la charité, l'amour. Merci infiniment, Seigneur. Merci, chers amis, chers guides. Bénis, Seigneur, nos vies, nos foyers, notre santé, et aide-nous à avancer. Merci infiniment. Ainsi soit-il.